Bienvenue dans le podcast de Hello Mum. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et j'ai envie de te parler de cette notion de prendre du temps pour soi. Parce que je pense vraiment que c'est une notion qui a vraiment besoin d'être mise en lumière. Parce que souvent quand on parle de prendre du temps pour soi, on s'imagine des choses assez grandes. Partir tout un week-end, sortir sans les enfants, faire un vrai break, loin des enfants si possible. Et alors oui, bien sûr, ces moments-là, ils font énormément de bien. Mais encore faut-il que ce soit possible dans les bonnes conditions. C'est-à-dire pouvoir laisser ses enfants avec confiance, que ce soit au conjoint, au père ou un membre de la famille, sans avoir à tout anticiper, sans devoir tout préparer en amont, sans se rajouter du coup au passage une énorme charge mentale. Parce que parfois, et même très souvent, prendre du temps pour soi, ça commence déjà par organiser toute la logistique avant de partir. Et clairement, ça enlève déjà une partie du bénéfice. Et même quand tout se passe bien, même quand on arrive à partir, ces moments-là, ils font vraiment du bien sur le moment. Mais pourtant, assez rapidement, les tensions qui étaient déjà là à l'intérieur reviennent. Parce que même quand on est censé être off, il y a toujours une partie de notre cerveau qui reste avec eux. Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Est-ce qu'ils me réclament? Est-ce que je leur manque? Est-ce que c'est pas un peu trop dur pour eux? Alors toutes ces questions, elles sont là, elles tournent, elles sont dans le fond. Donc finalement, objectivement, on n'est pas non plus présente à 100%. Bon, du moins jusqu'à un certain âge de l'enfant. Et du coup, ça pose une vraie question. Est-ce que ce temps-là nous nourrit vraiment? Est-ce que c'est un temps de divertissement ou un temps de distraction? Ou est-ce que c'est réellement nourrissant? Et quand je parle de quelque chose de nourrissant, je ne parle pas de court terme. Je parle vraiment sur du long terme. Un temps qui nous permette de nous sentir bien jour après jour, de nous sentir alignés, pas juste rechargés pour tenir encore un peu. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de questionner aujourd'hui. Donc j'aimerais revenir un peu sur cette notion de prendre du temps pour soi. Parce que souvent on en parle, mais sans vraiment expliquer pourquoi c'est si important dans notre rôle de mère. Alors déjà, prendre du temps pour soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors pour moi, prendre du temps pour soi, ce n'est pas juste s'échapper. C'est pas juste faire une pause. C'est prendre un moment qui va nous remplir. Nous remplir cérébralement, émotionnellement, intérieurement. C'est un moment qui vient nourrir quelque chose en nous. Une sorte de jauge intérieure que tout être humain a. Et cette jauge, elle a besoin d'être remplie régulièrement. Je sais pas si tu te rappelles des Sims, du jeu des Sims, où les personnages avaient cette petite jauge. Plus elle était verte et plus notre personnage était heureux. Et plus la petite jauge descendait, elle devenait orange, puis rouge, et là, il était malheureux, il allait pleurer dans un coin. Et ben notre petite jauge, je la vois un petit peu comme ça. On parle beaucoup des besoins de l'enfant. On dit qu'il a besoin de liens, de sécurité, d'amour, de respect, de se sentir important. Et bien sûr, c'est vrai. Ces besoins-là, ils évoluent avec l'âge et ils sont fondamentaux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'être humain avant tout, nous aussi, on a des besoins. Et ces besoins-là, ils ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant d'être mère. Ils évoluent, ils changent, ils se transforment. Et surtout, ils ont besoin d'être nourris au quotidien pour qu'on puisse trouver un minimum d'équilibre intérieur. Un équilibre entre donner et recevoir. Parce que finalement, donner, alors ça, on donne énormément. Mais recevoir, on reçoit très très peu. Alors, évidemment, on n'a pas toutes les mêmes besoins. Il y a des femmes pour qui le besoin numéro 1 va être un besoin, je sais pas, spirituel. Ça va être essentiel pour elles. Si ce besoin-là n'est pas nourri, eh ben, tout le reste est bancal. Pour d'autres, ça va être un besoin de solitude, besoin d'espace, de silence. Pour d'autres encore, ça va être un besoin de lien, d'échange, de discussion d'adultes. Ou un besoin de créativité, un besoin de mouvement, de corps, de sport. Et puis, il y a aussi des besoins plus universels. Des besoins qu'on partage toutes à des degrés différents. Le besoin de reconnaissance,
le besoin de repos, le besoin de sécurité intérieure, le besoin de se sentir exister autrement que par ce qu'on fait pour les autres. Et tous ces besoins-là, ils ont besoin d'être nourris. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réponse est simple, on se perd. On se perd dans notre rôle, on se perd en tant que femme, on se perd en tant que personne. Petit à petit, on n'existe plus qu'à travers ce qu'on fait, à travers les tâches, à travers la to-do list, à travers ce qu'il faut gérer, anticiper, organiser. On devient une sorte de machine en pilotage automatique. On réagit, on enchaîne, on coche, mais intérieurement, il n'y a plus grand-chose. Et ça, ça a un coût. Ça a un coût pour nous, évidemment, mais aussi pour nos enfants. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste donner, donner, donner sans jamais recevoir. La jauge se vide, le vase se vide, et quand il est vide, ça déborde. Et généralement, ça déborde comment? Sur nos enfants. Sans jugement, sans intention de leur faire du mal, mais parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont en lien direct avec nous. Donc on s'énerve, on se fâche, on crie, on réagit trop fort, on n'arrive plus à se maîtriser comme on le voudrait. Et pourtant, à l'extérieur, on tient. On tient dans la société, dans le travail, devant la famille. On peut même tenir devant notre conjoint, malgré certaines difficultés. Mais avec nos enfants, on se relâche. Parce que c'est triste à dire, mais c'est des êtres plus fragiles. Parce qu'ils nous aiment et qu'on sait qu'ils seront là, en tout cas quand ils sont petits. Alors c'est un peu la facilité, hein, c'est là que tout sort. Et après, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité. Et même si cette culpabilité, elle est lourde, douloureuse, j'ai presque envie de dire heureusement qu'elle est là. Parce que sans elle, on trouverait ces débordements normaux. On ne se poserait pas de questions, on ne chercherait pas à comprendre, on n'essaierait pas de changer. Donc cette culpabilité, aussi inconfortable soit-elle, elle nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pas chez nous en tant que personne, mais dans l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Alors maintenant, la vraie question c'est comment on fait concrètement dans un quotidien déjà blindé, déjà chargé, déjà plein à rapport, pour prendre du temps pour soi au quotidien. Pas une fois tous les 6 mois, pas quand tout va enfin se calmer, mais là, dans la vraie vie. Alors déjà, la première chose à faire, et c'est hyper important, c'est de savoir quels sont tes besoins. Alors ça peut paraître évident dit comme ça, mais en réalité, la majorité des mères que j'accompagne en coaching n'ont même plus conscience qu'elles ont des besoins. On a tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans le faire, dans l'enchaînement, dans la gestion, que même se poser la question « j'ai envie de »,« j'aimerais que »,« j'ai besoin de », on ne le fait plus. Ou alors, on le sent passer très vite, comme un petit truc à l'intérieur, une pensée, une tension, un agacement, une lassitude, et hop, on met ça de côté. On se dit, allez, plus tard. Voilà, c'est pas le moment, j'ai pas le choix, je suis mère, j'ai des responsabilités, là, faut tenir. Donc en fait, on a plein de signaux, des alertes qui sont assez claires et qui nous disent, là, ça va plus. Là, je suis plus alignée. Là, j'ai besoin d'autre chose. Mais on met un couvercle dessus et on continue. On se dit, on verra ce week-end, on verra pendant les vacances, on verra quand ils seront plus grands. Sauf que le week-end arrive et clairement, on est rincé de la semaine. Les vacances arrivent et on met 3 jours à redescendre. Et puis, quand ils seront plus grands, en fait, il y aura autre chose. Et pendant ce temps-là, la fatigue est là, les débordements sont là, le mal-être est là. Alors que concrètement, il y a des possibilités, sans tout révolutionner, sans changer toute ta vie, sans partir trop loin, sans même forcément sortir de chez toi.
Mais pour ça, il faut commencer par une chose, prendre conscience de tes besoins. Alors, si tu te demandes comment tu fais pour savoir de quoi tu as besoin, je vais te poser 6 questions qui vont t'aider à prendre conscience de tes besoins. Je vais te le faire à l'oral, mais tu retrouveras dans la description les questions mises à l'écrit, donc ça te permettra de le faire à tête reposée, ce sera peut-être plus simple pour toi. La première, c'est qu'est-ce qui me fatigue le plus en ce moment? Je te parle pas de en général, je te parle vraiment de en ce moment. La deuxième question, c'est à quel moment de la journée je sens que je n'en peux plus? Est-ce que c'est le matin, en fin de journée, au moment du coucher, quand tout est enfin calme? Troisième question, qu'est-ce qui me manque le plus aujourd'hui? Du silence, du repos, du lien, de la reconnaissance, du temps seul, du temps sans responsabilité? La cinquième question, c'est quand est-ce que je me sens un petit peu mieux? Même si c'est 5 minutes, même si c'est un petit détail, qu'est-ce qui te fait dire dans ta journée, qu'est-ce que tu fais, à quel moment tu te sens mieux? Cinquième question, qu'est-ce que je fais quand je suis déjà à bout, alors que je sais que ça ne me fait pas vraiment du bien? Alors, ça peut être scroller sur les réseaux sociaux, manger sans faim, me renfermer, m'énerver, voire me dissocier. Parce que souvent, ce qu'on fait pour tenir, ça nous donne des indices sur ce qu'on a vraiment besoin. Et puis la dernière question que je trouve essentielle, c'est si je pouvais appuyer sur pause là, maintenant, de quoi mon corps aurait besoin en premier? Alors, pas ce qui serait bien, pas ce qui serait raisonnable, mais vraiment ce dont ton corps a besoin. Du repos, du mouvement, du calme, je sais pas, de pleurer, de parler, de ne rien faire. Une fois que tu as noté toutes tes réponses, sachant que tu peux te poser bien d'autres questions, hein. C'est vraiment une liste simple de questions, mais peut-être que de toi-même, tu auras d'autres questions qui vont t'aider à conscientiser tes besoins. Maintenant que, on va dire, tes besoins sont mis en avant, la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ce besoin à ma mesure? C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à les nourrir de manière grandiose, parfaitement, tous les jours. On cherche vraiment quelque chose de réaliste, quelque chose de possible par rapport à ta vie, par rapport à ton environnement. Tu ne peux pas faire la même chose que ton ami, que ta voisine. En fait, on a tous des situations et des environnements différents qui nous permettent pas forcément de vivre les choses de la même manière. Par exemple, si ton besoin c'est du silence, encore faut-il savoir quel genre de silence. Est-ce que c'est le silence complet? Est-ce que c'est du silence finalement sans bruit de tes enfants? Parce que du coup, le besoin n'est pas le même. Donc, si c'est un besoin de silence complet, est-ce que tu peux t'offrir quelques minutes sans bruit quelque part chez toi? Si ton besoin, c'est un besoin de lien, est-ce que tu peux, par exemple, envoyer un message à quelqu'un au lieu de t'isoler encore plus? Passer un appel, voir une de tes voisines. Si ton besoin, c'est du repos, est-ce que tu peux arrêter de te demander d'en faire plus, au lieu de chercher à rentabiliser chaque minute? Si tu veux, l'idée, c'est pas de remplir encore une nouvelle to-do list pour répondre à tes besoins. C'est pas de te rajouter une pression en plus. C'est juste de commencer à t'écouter pour de vrai. Parce que tant que tu ne sais pas ce dont tu as besoin, le temps pour toi restera une idée floue. Un truc qu'on remet à plus tard. On reparlera de la notion du temps un petit peu plus tard. Mais dès que tu mets en fait des mots dessus, disons que ça devient plus concret, c'est plus accessible. Et là, tu te rends compte que oui, c'est possible. Et du coup, c'est là que le vrai changement va commencer. En fait, on se rend compte aussi que à la maison, avec des enfants autour, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui nous font du bien.
Alors, je sais, tu dois m'écouter, tu dois dire non mais c'est impossible chez moi, mais si vraiment, je te promets, répondre à ses besoins, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment en fait des petites graines chaque jour. C'est des choses qui sont simples, mais c'est régulier. Et c'est ça qui fait qu'on reste aligné, qu'on se sent bien, qu'on ne se perd pas complètement. On existe en dehors de ce rôle. C'est ça en fait qu'on a besoin. Et puis, vraiment, alors ça c'est important aussi parce que souvent, quand j'aborde ces sujets lors de mes accompagnements, quand je vais parler des besoins, on va rapidement me parler de personnes externes qui pourraient venir remplir nos besoins. Il faut que je fasse ça avec lui, il faut que je sorte avec elle, il faut absolument que quelqu'un me libère du temps. Donc il y a toujours une personne externe qui se rajoute finalement à cette notion de besoin. Oui, bien sûr, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, du lien, du partage. Donc ça, je ne le remets absolument pas en question. Mais moi, en fait, je parle d'autre chose. Je parle de se nourrir intérieurement. Je parle de cet alignement, de ce bien-être, de cette sensation d'être bien avec soi-même. Et ça, en réalité, il n'y a que toi qui peux le faire. Tu peux, par exemple, te dire, moi, je vais manger au restaurant avec une amie vendredi, par exemple. Ça va te faire énormément de bien. Et ça, il faut continuer à le faire. Mais ça veut dire que si tu mises tout là-dessus, si t'as pas la possibilité de voir ton ami ou de faire autre chose avec une personne externe, tu ne nourris plus tes besoins. C'est ça que je veux dire. Donc, on part du principe que ce sont des petites choses à faire le plus régulièrement possible. Le mieux, c'est chaque jour. Mais encore une fois, on n'est pas là pour mettre la pression. Ce n'est pas « Oh, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien ». Non, on fait comme on peut, mais on essaie, en tout cas, de le mettre dans son planning. Parce qu'en plus, ce sont des choses souvent qui vont nous rendre assez fiers. Le soir, quand tu vas te coucher, tu vas te dire c'est bien, j'ai fait ça aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup de bien, et je vois ce que ça a changé dans mon attitude. Alors, c'est sûr que dit comme ça, je sais que ça peut faire réagir. Il y en a qui vont se dire non mais attends Céline, c'est utopique, on travaille, on a peu de temps, on a des jeunes enfants, ils ont besoin de nous. La réalité c'est pas ça. Alors je suis d'accord avec toi. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que tu y arriveras tous les jours encore une fois. Je dis pas que ça sera forcément fluide, naturel, etc. Mais ce que je dis c'est qu'il y a des possibilités. Et la première chose à faire avant même de chercher quoi faire, c'est de regarder où va ton temps. Parce que ce que je remarque beaucoup, et moi la première en tant que mère de 3 enfants, c'est qu'on dit souvent aujourd'hui j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me poser. Et puis quand on prend un moment de recul, quand on se pose avec un peu de conscience, parce que c'est ça l'objectif, c'est de vivre avec plus de conscience. On se demande, ok, j'ai pas eu le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement aujourd'hui? Et dans la plupart des cas, une partie du temps est partie ailleurs. Alors chez moi, très souvent, c'est le téléphone. Scroller sur les réseaux, écouter des audios, discuter avec des amis. Et attention, je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que ça, par exemple, c'est pas du temps pour soi. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est fait avec conscience? Est-ce que tu te dis, là, je prends 15 minutes, je me pose, je souffle, je me divertis? Ou est-ce que tu le fais en automatique, entre 2 tâches, sans vraiment t'arrêter, sans vraiment respirer? Parce que quand c'est fait comme ça, est-ce que c'est vraiment reposé? Est-ce que c'est vraiment nourri? Souvent, la réponse, elle est non. Même la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on fait ça, en fait. Si on se dit pas, attends, là, je vais regarder ce que je fais, je vais m'observer, on remarque même pas les pauses téléphone qu'on a fait en préparant le repas ou dans la voiture, etc. C'est tellement devenu une habitude qu'on se rend pas compte, en fait, de ce qu'on fait. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est pas de supprimer ces moments, c'est de les choisir, de les vivre avec conscience. Et surtout, de voir si derrière, ils te font vraiment du bien. Parce que quand on fait les choses sans conscience,
Notre corps et notre cerveau n'ont pas le temps de sortir de ce fameux pilote automatique. Et au final, ce moment où tu vas, par exemple, être sur ton téléphone, ça devient juste une tâche de plus. Tu rajoutes quelque chose à ta journée. Et ton cerveau, au lieu de se reposer, il continue à être sollicité. Scroller, scroller, scroller. Donc, au lieu de te nourrir, ça rajoute de la fatigue, ça rajoute de la pression. C'est pour ça que moi, je dis que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ton temps. Donc, par exemple, ce que je te propose de faire, c'est de noter sur une feuille tout ce que tu fais dans la journée. Ça peut être sur une journée ou deux, voilà, pas plus, pas besoin d'analyser toute ta semaine, sauf si tu as envie de le faire. Mais c'est juste pour voir, juste pour te rendre compte. Et puis ensuite, ça va te permettre d'analyser ce temps-là. Parce que même si on a toutes des vies extrêmement remplies, dans la majorité des cas, il y a un peu de temps quelque part. Bon, et très souvent, les moments les plus simples, c'est souvent le matin ou le soir. Pour les mères qui travaillent de la maison, pour les mères au foyer, on peut parfois inclure ces moments dans la journée, pendant la sieste, pendant le temps calme de l'enfant, pendant un moment où il joue. Le week-end aussi, finalement, on a tendance à faire pas mal de choses, mais on arrive à être souvent nourri. On passe du temps en famille, on voit des amis, on sort ensemble. Donc on va dire que le week-end, généralement, ça se fait un peu plus naturellement. Si c'est pas le cas, il faut aussi inclure finalement ce temps dans ta journée au même titre que la semaine. Donc, aux fonctions de ton analyse, tu sauras à quel moment tu peux du coup te libérer du temps. Personnellement, moi, je vais être adepte de me lever plus tôt le matin, concrètement. Je préfère me lever 20 minutes plus tôt, 30 minutes plus tôt, dormir un peu moins. Mais voilà, c'est un choix personnel. Ce que je peux dire par expérience, c'est que ça a changé énormément de choses pour moi. Donc après, à voir, est-ce que ces 20-30 minutes de sommeil en moins font vraiment une énorme différence sur la balance sommeil-fatigue? Je sais pas, ça c'est à chacun de voir. Évidemment, je le reprécise, si tu m'écoutes avec un nouveau-né, si tu dors très peu, je parle toujours en fonction des possibilités de chacune. Ma vie a évolué en 10 ans, je vais pas prendre les mêmes moments à chaque fois. Généralement, c'était pendant la sieste de mes enfants quand ils étaient tout petits, puisque moi je suis à la maison depuis que mes enfants sont nés. Aujourd'hui, voilà, mon plus petit a 4 ans, donc mes journées sont bien remplies, donc je préfère m'assurer déjà de ce temps le matin. Je me dis que déjà ça c'est fait, et puis si je peux avoir d'autres moments dans la journée, et j'en ai d'autres parce que je priorise ça, je le fais, et c'est comme ça que moi je trouve mon équilibre, et c'est comme ça que je me sens bien en tant que mère, en tant que femme, et finalement sur tous les pans de ma vie. De ton côté, il faut voir dans ta vie à toi, comment tu peux allouer un peu de temps dans ta journée. Une fois que c'est fait, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Eh bien, on fait des choses qui nous nourrissent toujours. Donc ça peut être lire un livre, écouter un podcast, ne rien faire, s'allonger sur son lit, passer un coup de téléphone, se faire un soin, se maquiller, aller marcher. Vraiment, là, il n'y a pas de liste exhaustive. Je veux dire, c'est vraiment en fonction de chacune. Ça va dépendre de ce que tu aimes, de ce qui te fait du bien. Et puis, chaque jour, ça peut être différent. On n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Mais vraiment, la condition essentielle, c'est de le faire avec conscience. Tu peux te dire, là, je vais dans la salle de bain, je prends 15 minutes pour moi, et pendant ces 15 minutes, je suis ma priorité. Je me priorise malgré tout ce qu'il y a à faire. Je me traite en priorité. Parce que j'ai décidé que ce moment, il était pour moi. Et oui, bien sûr, il y a la vaisselle à faire, le linge à étendre, à plier, un mail à envoyer, et la maison qui est clairement pas nickel. Mais ce temps-là, c'est un moment pour toi, il n'est pas négociable. Et il est tellement plus important, tellement plus bénéfique qu'une maison rangée ou qu'un linge trié. Malheureusement, ces tâches-là, elles seront toujours là, tu vas les faire et demain tu vas les refaire. Donc je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai un grand besoin d'ordre. J'aime que ma maison soit propre, rangée, sans être maniaque, mais j'ai ce besoin-là. Je sais que pour mon cerveau, pour me sentir bien, j'ai besoin que les choses soient à leur place. Et c'est pas un problème, c'est comme ça que je suis. Donc la vraie question, c'est pas il faut lâcher prise absolument, mais la vraie question, c'est comment je m'adapte à ma façon d'être.
Moi, personnellement, ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris des années. Et donc, ça va dépendre énormément de ton niveau d'exigence envers toi-même et envers aussi ton intérieur, parce que clairement, ça nous prend beaucoup de temps de gérer l'intérieur de la maison. Je me souviens d'un moment précis, je venais de finir ma formation de coach et j'avais décidé de me faire coacher moi-même, donc par une coach vraiment extérieure que je ne connaissais pas, de payer ma prestation, etc. Et je me souviens avoir dit à cette personne, je suis hyper fière de moi, ça fait 1 semaine que je ne fais plus mon lit le matin. Et franchement, ça me rendait hyper fière. Alors, ça peut paraître ridicule pour certains, pour d'autres presque sale, mais moi, j'ai été élevée comme ça. Faire son lit, c'est la base de la journée. Donc, ne pas le faire, c'est presque un acte de révolte. Et de me dire, le lit, il est pas fait, et pourtant, la journée va bien se passer, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, 4 ans après, sincèrement, la majorité du temps, les lits, ils sont pas faits. Et je le vis très bien. Parce que j'ai d'autres priorités. Le matin, j'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants. Donc plutôt que de me stresser à tout faire vite pour que la maison soit nickel et que quand je rentre, tout soit parfait, aujourd'hui, j'ai compris que mon bien-être et celui de mes enfants passaient avant. Bien sûr qu'avant, je le savais, que je me disais, oui, ça doit passer avant, c'était une évidence, mais dans les faits, c'était pas le cas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on a chacune nos propres obligations pour notre bien-être. Parfois, une toute petite chose peut prendre des années à changer, pas parce que c'est forcément compliqué, mais parce que ça signifie énormément pour nous. Moi, c'était l'exemple du lit, même s'il y avait bien d'autres choses. Pour d'autres, ça peut être toujours répondre aux messages immédiatement, toujours dire oui, toujours finir ce qu'on commence, même quand on est fatigué, toujours faire à manger correctement, toujours faire en sorte que la maison soit impeccable, toujours être à l'heure, même en courant, toujours tout gérer sans demander de l'aide. Bref, tu vois, la liste, elle est infinie. Mais ces choses-là, mises bout à bout, elles font une énorme différence sur le lâcher-prise. Parce que quand on commence à les questionner, on enlève une pression, puis une autre, puis encore une autre. Et ces pressions-là, elles sont souvent complètement invisibles, complètement quotidiennes, mais elles prennent un espace énorme dans nos têtes. Moi, j'ai souvent entendu, quand j'étais plus jeune, la journée ne peut que bien commencer si le lit est fait. Voilà, c'était une phrase que j'entendais régulièrement, c'était une croyance de mes parents, et je me suis pas posé de questions jusqu'à tardivement, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je passe de très belles journées avec un lit défait. Donc attention, si toi, faire ton lit, ça te fait du bien, fais ton lit. Il n'y a aucun jugement là-dedans. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal de faire son lit. La vraie question, c'est est-ce que ça te met une pression ? Est-ce que si c'est pas fait, tu te sens pas bien ? Est-ce que ça t'empêche d'être disponible pour ton enfant ou pour toi ? Moi, personnellement, c'était une nécessité avant de sortir de la maison, pour me sentir bien, pour être OK. Donc on voit que la pression, elle était quand même énorme, parce qu'on parle juste de faire son lit. Après, c'est une image, c'est-à-dire que tu t'imagines bien que c'était faire son lit, oui, c'est ce qui me revient en tête, mais évidemment, c'était pas le boxon chez moi, mais mon lit était fait, donc tout allait bien. Tu t'imagines bien que si j'avais besoin de faire mon lit avant de sortir de chez moi, c'est que j'avais aussi besoin que tout soit rangé, nettoyé, etc. C'est ce que je veux dire, c'était vraiment cette idée, ce point de départ finalement. Donc toutes ces pressions qu'on a généralement, elles sont souvent liées à notre quotidien, aux phrases qu'on a entendues, aux modèles qu'on a intégrés sans jamais vraiment les questionner. Et je me souviens bien de certaines matinées, quand mes filles elles étaient petites, elles avaient besoin de moi, je sais pas, pour se laver les dents, pour mettre leurs chaussettes, pour se préparer tranquillement. Moi je travaillais, je commençais à 7h45. Donc effectivement, plus tôt je t'ai dit que j'avais arrêté de travailler à la naissance de ma première fille. Entre-temps, j'ai quand même retravaillé, il me semble, 4 années, puisque je me suis formée à la pédagogie Montessori et que j'ai pu du coup travailler dans une école où je vivais, donc à Lyon. Et ensuite, j'ai déménagé donc au Maroc et j'ai travaillé à l'école Montessori de Tanger. Donc je reviens du coup donc à cette période où je commençais donc à 7h45 et donc tous les matins on était en train de courir avec cette sensation permanente d'être en retard, cette pression constante de vite, dépêche-toi, on va être en retard. Et donc j'arrivais
J'arrivais à l'école, mais j'étais déjà dans ma tête, j'étais déjà fatiguée, alors que il était 7h50, tu vois. Donc déjà, j'avais à peine 5 minutes de retard, mais m'étais mis déjà une pression de monstre parce que voilà, il faut pas être en retard. Une pression que je me mettais seule, hein. Je tiens à préciser que la directrice de l'établissement m'a jamais mis sous pression par rapport à ça. Mais du coup, voilà, j'arrive, je suis déjà stressée, je suis presque déjà fatiguée, quoi. Il me faut du coup un peu de temps pour faire redescendre cette pression. En plus, j'accompagne des enfants de maternelle en maison des enfants dans une école Montessori, donc faut que la pression redescende avant de les accueillir. Donc c'était déjà fatigant en fait, hein. Et puis forcément, quand j'en parlais autour de moi, on me disait je sais pas, lève-toi plus tôt. Mais sauf que je me levais déjà tôt. Donc le problème, c'était pas l'heure du réveil. Le problème, c'était que j'étais en fait partout à la fois. Au lieu de me dire, ok, bon voilà, c'est le petit déjeuner tranquille, c'est pas grave s'il y a des miettes sur la table quand je rentre, c'est pas idéal, mais bon voilà, c'est pas dramatique. Bah non. Donc je me mettais une pression énorme. La cuisine, la maison, les choses qui traînent, les détails. Alors que finalement, à ce moment-là, mes enfants, ils avaient juste besoin de moi. Donc je me retrouvais dans la cuisine, alors que clairement, c'était pas le moment. Parce que voilà, dans ma tête, je me disais, il faut que tout soit carré, comme ça, quand je rentre du travail, voilà, tout est fait, j'ai rien à faire. Donc, bien sûr que dans l'idéal, c'est le mieux. Tu rentres du travail, t'as des miettes, t'as un bol qui est pas lavé, je veux dire, bon, ça te prend 5 minutes et tout va bien, quoi. Bah là, qu'est-ce qu'on analyse? C'est que la pression, elle est là, la conscience, elle est plus là, et forcément, on finit par négliger des choses. Et souvent, c'est quelque chose, c'est nos enfants. Parce que tout ça, c'est du temps extérieur, oui, mais aussi énormément de temps intérieur. Chaque pression, chaque il faut, chaque habitude non questionnée, c'est une charge. C'est une petite pièce de plus dans le sac. Et on ajoute, jusqu'au moment où il n'y a plus de place. Plus de place pour la crise de notre enfant de 2 ans, plus de place pour sa frustration, plus de place pour l'accompagner calmement. Et donc, c'est là, hein, quand il fait une crise parce qu'il voulait des chaussettes rouges et qu'on lui a mis des chaussettes noires, c'est la goutte de trop. Et on se dit, mais c'est quoi ce caprice? Alors qu'en réalité, c'est pas lui le problème. Lui, il réagit exactement comme un enfant de son âge est censé réagir selon son développement. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que nous, on a encore de l'espace intérieur? Est-ce qu'on a suffisamment de place en nous pour recevoir cette émotion, pour accueillir cette frustration, pour accompagner cette crise? Parce que quand notre intérieur, il est déjà plein, ceinturé, compressé, la moindre goutte fait tout déborder. Et là, vraiment, je le dis, c'est pas une question de volonté. C'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise mère. C'est vraiment une question d'espace. Donc, une fois qu'on a analysé tout ça, qu'on a regardé notre temps, pris conscience de notre quotidien, des gestes qu'on répète par réflexe, des choses qu'on peut faire automatiquement et qui nous prennent de l'énergie. Je veux vraiment le redire, l'idée c'est pas de se juger, c'est pas de se dire regarde le temps que tu perds là-dessus, regarde tout ce que tu fais de mal. Non, c'est vraiment pas ça l'objectif. Mais le premier pas, le vrai, c'est juste de conscientiser. Voilà où je mets mon temps, voilà où je mets mon énergie, voilà ce qui me prend de la place. Tu peux te faire un petit tableau, noter sur plusieurs jours ce que tu fais, etc. pour t'observer. Et ensuite, tu peux te poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi à ce moment-là, je fais ça plutôt que ça? Qu'est-ce qui fait que pour moi, là maintenant, c'est plus important de faire cette chose-là plutôt qu'une autre? Et ça, ce sont des questions qui prennent du temps, ça se règle pas en 5 minutes. C'est un vrai travail de retour à la conscience. Mais pour moi, ce travail, il est vraiment fondamental si tu veux faire changer les choses dans le temps. Parce que vraiment, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans l'accompagnement des mères ou dans n'importe quel changement de vie, si on fait les choses sans conscience, sans comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait et comment on en est arrivé là, on ne peut pas avancer sur du long terme. On peut tenir un peu, on peut faire semblant, on peut appliquer des conseils, mais ça dure pas. Nous, ce qu'on veut, c'est pas se sentir mieux 3 jours.
ou une semaine, ou même un mois. Ce qu'on veut, c'est vraiment planter des graines qui continuent de pousser jour après jour. Et ça, bah voilà, il n'y a pas de secret, ça demande de la conscience. Je te donne un exemple. Hier, je discutais avec une maman sur les réseaux et elle disait quelque chose qui était assez fort. Elle expliquait que sa fille a 10 ans aujourd'hui et qu'elle se rende compte, avec le recul, qu'elle l'a énormément gâtée. Tout ce que sa fille voulait, elle lui donnait, elle disait rarement non, elle évitait toute frustration. Quand sa fille était petite, elle voyait pas le problème. Aujourd'hui, sa fille a 10 ans et elle observe autre chose. Le moindre refus est compliqué, la moindre difficulté devient une source de pleurs ou de débordement émotionnel. Et donc cette maman, elle partageait du coup en story en disant « Si je peux vous donner un conseil, dites non à vos enfants quand ils sont petits, apprenez-leur la frustration, parce que ça va être compliqué pour eux plus tard. » Et tu vois là, son retour d'expérience, pour moi, il est vraiment précieux. Et personnellement, j'admire énormément les personnes, les parents qui sont capables de faire ce travail-là. De regarder en arrière et de se dire « Ok, là, avec le recul, je vois que finalement, c'était pas forcément aidant. » Sans honte, sans se flageller, sans se juger. Je trouve ça tellement formateur et tellement courageux. Il n'y a rien de plus beau pour moi qu'un parent qui est capable de se remettre en question. Donc vraiment, bravo à cette maman, bravo à toutes celles qui osent regarder les choses en face. Mais en discutant avec elle, je me suis posé une question essentielle. Elle disait « Maintenant, je vais changer. Maintenant, je vais dire non. » Alors très bien. Mais si pendant 10 ans, tu n'y es pas arrivé, pourquoi tu y arriverais comme ça du jour au lendemain ? Oui, elle a conscientisé. C'est une étape énorme. Mais tu ne vas pas me dire que pendant 10 ans, tu ne t'es jamais posé la question. Tu vas pas me dire que ton entourage ne t'a jamais fait de remarques. Donc la vraie question, c'est pas comment dire non. La vraie question, c'est pourquoi c'est si difficile pour toi de dire non ? Qu'est-ce qui se joue derrière ce non ? Quelle peur se cache là ? Tu vois, on ne s'arrête jamais au comportement visible. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment un grand travail qu'on fait lors des accompagnements, lors de mon coaching. Parce que si on met juste un pansement sur quelque chose de beaucoup plus profond, sur le long terme, ça tient pas. Donc ça, c'était un exemple. Mais pour revenir du coup à ce fameux prendre du temps pour soi, une fois qu'on a conscientisé les choses, on planifie un moment pour soi. Quelque chose de réalisable. Donc, par exemple, tu te rends compte que sur une tranche horaire précise, tu es souvent sur ton téléphone, sans vraiment y penser, un peu par automatisme. Tu réalises que ça te prend 15-20 minutes. Donc, au lieu de prendre ton téléphone, tu te dis « Ok, pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Je vais avancer mon repas, je vais préparer un peu, je vais gérer 2-3 choses. Et ces 10-15 minutes que j'ai gagnées derrière, eh bien, je les garde pour moi. » Voilà, ça c'est concret. Un autre exemple, tu te dis « J'ai pas le temps. » Tu regardes ton planning, tu te dis « Là, franchement, là, c'est compliqué. » Mais tu remarques que tes enfants, après l'école, par exemple, ils ont un temps de jeu de 30 minutes. Ils jouent, ils sont occupés, finalement, ils viennent peu te solliciter. Toi, habituellement, pendant ces 30 minutes-là, tu vas gérer le linge, tu vas faire un peu de ménage. Mais du coup, après tes observations, tu peux aussi décider que ce temps, il sera pour toi. Tu peux aussi faire les deux en même temps. Tu peux mettre ton casque, écouter quelque chose qui te fait du bien, un podcast, un livre audio, continuer ta formation, quelque chose qui va te nourrir, qui va t'intéresser. Alors c'est sûr que dit comme ça, tu pourrais te dire non mais ça c'est pas grand-chose, c'est bon, c'est pas ça qui va révolutionner mon quotidien. Non, mais c'est pas le but. On cherche pas à révolutionner les choses, on cherche la régularité. On cherche en fait le plus possible dans ta semaine, si possible chaque jour, si c'est réalisable, de prendre des petits temps pour toi, en dehors de la femme qui travaille, l'épouse, la mère. Non, juste toi en fait, ta personne à toi, ce qui t'intéresse toi, ce qui a un intérêt pour toi. Pour moi concrètement, ça doit faire 4 ans vraiment où j'ai commencé toutes ces démarches. Donc 4 ans de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, moi, je viens du milieu plus tout ce qui touche à l'enfant, et c'est à travers l'enfant que je suis arrivée à la mère, justement, où je me suis dit, mais en fait, c'est pas suffisant, parce que moi-même, en tant que mère, j'avais ces propres difficultés de me dire, ok, je comprends mon enfant, mais moi, en fait, ça va pas. Donc, c'est arrivé comme ça.
Et donc, ça fait 4 ans que je travaille sur moi, ça fait 4 ans que je mets des choses en place, des outils, etc. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à lire avec mes enfants autour, malgré le bruit, le mouvement, le bazar, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Ça me gêne plus du tout. Alors qu'au début, pour moi, c'était impossible. Parce que j'avais cette idée très ancrée que pour lire, il faut du calme, il faut que tout soit fait, il faut que les enfants soient posés, il faut que la maison soit rangée. Sauf que si tu attends que tout soit fait, en fait, tu lis jamais, en fait. Donc, en fait, j'y arrivais jamais à lire. Parce que la réalité, c'est que c'est sans fin. Si tu décides pas de mettre quelque chose de côté pour prendre ce temps pour toi, mais tu n'y arriveras pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas de problème à me dire, bon écoute, c'est pas grave, je ferai ça plus tard, je le ferai demain, je le ferai ce week-end. Là, tout de suite, non, là, j'ai besoin de ce temps-là. Ça peut être ça, et très souvent, ça m'arrive aussi de sortir, de sortir de chez moi, d'aller marcher. Alors, je vais pas très loin, je marche autour, etc. Mais voilà, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de faire autre chose. C'est comme ça, c'est pour ma survie, c'est pour mon bien-être, en fait. Je pose pas la question, si j'en ai besoin. Après, évidemment que quand les enfants sont plus petits, c'est plus compliqué. Évidemment que c'est plus compliqué quand t'es une maman célibataire, etc. Malgré tout, il y a toujours des possibilités. Personnellement, je ne suis pas une maman célibataire. J'ai un mari qui travaille énormément. Je vis extrêmement loin de ma famille. Je suis plutôt isolée et ça fait déjà 6 ans, 7 ans. J'ai quand même réussi, et j'arrive toujours aujourd'hui à prendre ce temps, à prendre 7 ans même dans ma journée. En fait, tout moment peut être bon. Dans la voiture, j'écoute des choses qui me font du bien. Régulièrement, moi, le soir, vers 18h, comme je me lève assez tôt, j'ai un coup de fatigue. Donc, très souvent, à partir de 18h, j'ai mon casque sur les oreilles parce que je suis de plus en plus sensible au bruit. Plus la fatigue arrive et plus je suis sensible au bruit. Donc, j'ai besoin de ça pour atténuer tout simplement le bruit parce que sinon, je sens que je me sens très irritable. Mes enfants ont l'habitude, en fait. D'ailleurs, je vais faire un épisode justement là-dessus sur comment justement poser un cadre qui permet à l'enfant d'être moins dépendant de nous en permanence. Parce que clairement, ça va ensemble. Si un enfant, il est constamment accroché à toi, qui peut rien faire seul, qui te sollicite pour absolument tout, évidemment que c'est très difficile de prendre 10, 15, 20 minutes pour toi. Bien sûr, là, je parle pas d'un bébé. Mais à partir d'un certain âge, même très tôt, ça se travaille. Donc c'est une posture, c'est un accompagnement. Donc pour finir sur ce podcast, franchement, j'aurais pu en parler pendant des heures parce que clairement, c'est un sujet qui est tellement important, qui est trop négligé et très souvent on estime en fait que non, c'est pas possible, non mais moi j'ai pas le temps, moi en fonction de ma vie, etc. Et en fait, quand on veut réellement travailler dessus, on se rend compte que si, il y a des solutions. Chaque mère que j'accompagne, même si au départ elle vient pour une autre problématique, on finit toujours par revenir sur ce sujet parce que c'est pour moi la base en fait de notre bien-être. Parce que plus un besoin est nourri et plus on va réagir différemment. On sera plus patiente, on sera plus stable, on sera moins fleur de peau, on sera moins dans la survie. Pour terminer, je veux juste te rappeler que ce temps pour toi n'a de sens que s'il répond à un besoin réel. Sinon, ça devient juste une distraction de plus. Scroller sur son téléphone, sortir prendre un café sans vraiment décrocher, regarder une série en pensant à tout ce qu'on n'a pas fait, ça fait du bien sur le moment, mais ça nourrit aucun besoin profond, ça changera rien sur le long terme. Donc, on change la question et on ne dit pas quand est-ce que je prends du temps pour moi, mais de quoi j'ai besoin là, maintenant dans ma vie. Et donc, pour conclure, je voudrais te dire que prendre du temps pour toi, c'est pas t'éloigner de tes enfants. C'est vraiment revenir à toi. Quand tu reviens à toi, tu peux vraiment être là pour eux. Si tu sens que tu as besoin d'être accompagné là-dedans, j'ai mis toutes les informations sur mon programme qui s'appelle Reset dans la description de l'épisode. Si tu préfères avoir un accompagnement, un coaching en one-to-one avec moi, tu peux me contacter directement en privé sur les réseaux sociaux ou par mail parce que j'ai pas encore remis à disposition mon planning. Comme tu le sais ou peut-être pas, je suis installée en Asie, plus précisément en Malaisie depuis le mois d'août et donc actuellement j'ai 7 heures de décalage horaire avec la France, ce qui rend très compliqué mon travail de coaching.
mais je prends quand même quelques clientes en fonction des horaires. Je te souhaite de passer une excellente semaine et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.